Souvent, on se rend compte que peut-être que s'il y avait eu reformulation, on aurait pu se comprendre et qu'en fait on disait la même chose mais pas de la même façon. Quand je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 60 ans. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. Inspiration collective, c'est un podcast pour inspirer et s'inspirer en équipe. Chaque mois, retrouvez en alternance une méditation collective et une inspiration pour collaborer différemment en équipe. Je vous souhaite de belles inspirations collectives. Aujourd'hui, je reçois Alice Parisi. Alice, ça fait de nombreuses années que l'on se connaît. Tu m'accompagnes à titre individuel et collectif autour du sujet de la communication non violente et c'est au travers de ce sujet que j'ai souhaité te solliciter. Est-ce que pour commencer, tu pourrais peut-être te présenter ou nous dire d'où tu parles ? Avec plaisir. Bonjour Sarah, bonjour aux personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup de me proposer cet échange. Donc je suis musicienne et musicothérapeute. J'accompagne l'expression de la voix parlée, de la voix chantée, aussi bien sur la forme que le fond. Donc j'accompagne aussi l'expression de soi, l'écoute de l'autre, la relation, la communication. Voilà, à travers différents outils, donc comme je le disais, de musicothérapie, mais aussi de communication non violente, comme tu le mentionnais. Aujourd'hui, je parle donc depuis cette posture-là, et pas que, donc avant de me dédier à cette vie professionnelle, j'ai été enseignante. Donc j'ai travaillé auprès de publics très différents, des tout petits jusqu'aux personnes âgées, en passant par le collège, l'université. Et donc l'une de mes missions est de pouvoir créer un climat bienveillant, sécurisant, où l'écoute a toute sa place, l'attention, et où chacun peut trouver sa place. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, donc je parle depuis cette posture-là et depuis cette posture dans laquelle je suis aujourd'hui. Ok, trop chouette. Merci Alice. J'ai fait appel à toi pour partager des clés, et notamment peut-être une. Alors, quelle piste souhaiterais-tu partager à des équipes qui ont l'élan de renforcer leur collaboration ou peut-être d'apprendre à collaborer autrement ? Eh bien, peut-être quelque chose de très simple, c'est de pouvoir créer des temps d'écoute réelle entre les personnes, donc d'expression et d'écoute. Parce que quand on s'écoute les uns les autres et quand on prend le temps de cette écoute de qualité, cette écoute où juste on reçoit la parole de l'autre et peut-être on va se contenter juste de répéter ce que la personne a dit en reformulant, on crée un lien qui n'est pas habituel, qui est un lien d'empathie. Et cette empathie fait que quand j'écoute véritablement ce que me dit l'autre et que je répète ce qu'il m'a dit et que l'autre se sent entendu, il y a quelque chose qui se crée, qui est donc de cet ordre de l'empathie. Et c'est assez puissant parce qu'en se connectant comme ça à l'autre, tout naturellement on se connecte à son humanité et à la nôtre aussi. Et donc tout naturellement de cela va découler une envie de contribuer pour l'autre et donc de collaborer. Donc ça permet de créer des relations beaucoup plus fertiles finalement. Voilà. Et du coup, donc de manière pragmatique, ce que tu proposes, donc, c'est vraiment de venir nourrir cette écoute. Et quelle forme ça peut prendre pour une équipe ? Alors ça peut prendre, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de ces pratiques-là. Donc ça demande d'être amené, d'être guidé.
Au sein d'une équipe, ça peut être amené d'une façon toute simple, sous forme un peu de jeu, par exemple. Ça peut être pour commencer la semaine tous ensemble ou pour la clôturer la semaine de travail. Et par exemple, un temps peut être proposé à l'équipe où on serait tous en cercle ou assis autour d'une table et où, par exemple, on prendrait la décision de prendre un petit temps de partage, par exemple sur le week-end qui vient de s'écouler, qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis sentie ce week-end-là. Et peut-être qu'une première personne pourrait prendre la parole avec un petit temps donné je sais pas, de 2 minutes par exemple. Donc une première personne prend la parole, la personne qui est par exemple à sa gauche répète tout simplement ce qu'a dit cette première personne en lui demandant si c'est bien ça qu'elle a voulu dire. Et puis ensuite, cette deuxième personne, à son tour, raconte par exemple ce qu'elle a vécu ce week-end, comment elle se sent, comment elle arrive là au travail ce matin. Et la personne à nouveau qui est à sa gauche, donc la troisième personne, répète ce que la deuxième personne a dit. Et donc voilà, on tourne comme ça, et ça paraît tout simple en fait, et assez anodin. Et à la fois, encore une fois, c'est très puissant parce que ça permet de tisser des relations dont on n'a pas l'habitude. On sort un petit peu du professionnel où on est des êtres, on parle de ce que l'on fait. Donc on est dans la production. Là, on est dans quelque chose plus de l'ordre de l'être. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que, encore une fois, ça permet de tisser des relations, d'aller dans l'humain. Ce qui ne veut pas dire pour autant partager toute son intimité. Voilà, on reste dans un cadre professionnel. Donc, ça pose aussi la question de qu'est-ce que je partage avec mes collègues. Voilà, donc c'est un exemple de comment concrètement ça peut être amené dans la vie professionnelle. Donc ça demande à être guidé, bien sûr, donc à ce qu'une personne prenne ce rôle-là de proposer ce temps-là. Voilà ce que je peux imaginer proposer. Et du coup, peut-être en t'entendant, moi j'entends qu'il y a la reformulation, cette question de la reformulation qui est assez peu présente habituellement. Est-ce que tu pourrais nous partager en quoi reformuler ce que l'autre a dit a tant d'importance ? Oui, merci pour cette question, c'est essentiel. Effectivement, la reformulation, un peu comme je disais tout à l'heure, ça paraît être anodin. Pourquoi je vais répéter ce que l'autre a dit ? On n'a pas cette habitude de reformuler. En général, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on est tout de suite dans la réaction et on va répondre à ce que la personne dit avec quelqu'un nous partage quelque chose, on va lui trouver une solution, on va lui donner un conseil, on va évoquer un jugement, on va ramener à soi et dire moi aussi j'ai vécu ça. Ça c'est un peu notre façon de communiquer, celle qu'on a appris et celle qui se pratique beaucoup dans nos sociétés tout du moins. Et la reformulation, c'est vraiment une autre posture, c'est un changement de paradigme en fait, c'est apprendre à écouter l'autre avec ce qu'il a à partager, tout en restant connecté à lui, sans lui donner de jugement, sans lui donner de conseils, juste de recevoir sa parole et de lui offrir notre pleine présence et notre pleine écoute. C'est un changement de paradigme parce qu'on est sur une posture beaucoup plus horizontale, où il n'y a pas de sachant et d'apprenant, et où juste on est là, entre êtres humains, pour s'écouter les uns les autres. C'est pour ça que je propose aussi d'être soit tous assis pour faire cette pratique-là, d'être en cercle, qu'il n'y ait pas cette posture hiérarchique, plus d'être humain à être humain, voilà. Dans ton partage, ce que j'ai entendu, c'est que tu nous dis à quel point c'est important de reformuler pour sortir du conseil qu'on pourrait donner qui n'est pas sollicité ou de jugement qu'on pourrait poser sur l'autre ou de ramener la situation à soi. Et ainsi, la personne pourrait se sentir entendue. Est-ce que c'est ce que tu as souhaité dire ? Oui, exactement. Merci beaucoup pour cette belle reformulation. Donc là, l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer un exemple. Et peut-être ce qui me vient, c'est que c'est pas toujours simple d'être dans cette posture-là
Et par exemple, tout à l'heure, quand on s'est retrouvés, tu m'as partagé quelque chose et qui résonnait beaucoup pour moi. Et donc, j'ai aussi partagé mon expérience. De ce fait, peut-être est-ce que tu aurais un conseil ou une recommandation sur quand le pratiquer, comment le pratiquer, qu'est-ce qu'on fait quand on n'y arrive pas à tous les coups, comment on s'y prend. Et oui, comme je le disais, c'est tellement un changement de paradigme, on n'est pas habitué à cela, donc les automatismes reviennent vite, et moi la première. Je pense que l'idée, c'est d'aller dans ces explorations, dans ces pratiques-là, avec beaucoup de douceur pour soi. Donc ce sont des pratiques notamment propres à la communication non violente. Et l'idée, c'est de ne pas être violent en retour avec soi et de se maltraiter si on n'a pas réussi à reformuler. Peut-être l'invitation, c'est de s'essayer à cela avec beaucoup de détente et de jeu. Et puis, une fois qu'on a reformulé, peut-être d'aller poser la question à la personne, est-ce que c'est bien ce que tu as voulu dire ? Voilà, les contextes où il peut être vraiment intéressant de pratiquer la reformulation, c'est dans des contextes de tension ou dans des contextes de difficulté à se comprendre. Souvent, et notamment au sein des équipes, on se rend compte que peut-être que s'il y avait eu reformulation, on aurait pu se comprendre et qu'en fait on disait la même chose mais pas de la même façon. Donc voilà, ça peut être un outil vraiment précieux. Ouais, du coup, dans ce que tu partages, ce que j'entends, c'est que tout à l'heure, tu proposais une pratique qui serait formelle, par exemple en début de semaine, en fin de semaine. Ce que j'entends, c'est que c'est aussi possible de le faire de manière plus informelle, à plusieurs moments ponctués dans la semaine, et utiliser cette reformulation donc, dans des contextes de mécompréhension ou de tension potentielle. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut être intéressant de l'amener de façon guidée, comme je le proposais tout à l'heure, parce que ça permet de donner l'exemple, ça permet d'instaurer une pratique, ça l'autorise aussi, parce que se lancer dans la reformulation comme ça, quand on ne l'a jamais pratiqué, c'est vraiment parler un autre langage, donc on n'ose pas forcément. Et à la fois, c'est intéressant de pratiquer la reformulation hors de ce cadre-là. Et là, effectivement, quand ça nous semble opportun, en fonction des situations, des contextes, des personnes. Ok, très chouette. Eh bien, je te propose peut-être qu'on fasse une petite pause, juste pour revenir à l'intérieur de nous. Alice, en t'écoutant, ça paraît extrêmement simple, mais je me dis que comme tout ce qui est simple, il peut y avoir peut-être des dérives ou des pratiques, des subtilités qui sont importantes à connaître. Alors peut-être que tu aurais des recommandations ou des préconisations à faire. Merci beaucoup Sarah pour cette question, c'est très juste, effectivement, ça paraît tout simple et à la fois ça demande vraiment de cadrer, de guider ce moment-là pour que le cadre soit justement sécure, bienveillant. Et donc dans les petites préconisations que je recommanderais, déjà ce serait de ne pas d'obliger personne à participer à ce petit cercle en début de semaine ou en fin de semaine. Vraiment que ça soit une proposition, une invitation. Parce que c'est pas des pratiques dont on a l'habitude, et puis surtout cette énergie d'obligation est pesante en fait, ça nous met un poids et c'est pas ce qu'on va rechercher. Alors que si on invite, si on propose, eh bien c'est toute une autre énergie qui va être là, ça va être l'énergie de l'élan. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas de faire une invitation joyeuse et d'inviter vraiment les personnes à venir jouer le jeu, à venir s'expérimenter. Mais voilà, vraiment depuis quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc ça me semble être vraiment important. Peut-être une deuxième chose à laquelle je pense, c'est que une fois qu'on est en cercle ou autour de la table,
de peut-être que la personne qui guide puisse poser le thème du partage avec une ou deux questions. Donc, comme je disais, comment vous sentez-vous en ce début de semaine, quel week-end avez-vous passé? Donc voilà, qu'une personne puisse poser le thème et qu'ensuite soit proposé un petit temps en silence avant de commencer peut-être le tour de parole, vu que les personnes ne sont pas forcément habituées à cela, pour qu'elles puissent prendre un petit temps de réflexion personnelle sur ce qu'elles vont partager, ce qu'il va être juste de partager pour elles dans ce cadre qui est quand même un cadre professionnel où on est en train de venir mettre de l'intime. Donc il y a une question de justesse à trouver. Voilà, c'est un peu les petites balises que je proposerais. Voilà, et peut-être d'ouvrir aussi la possibilité, suite à cette pratique-là, voilà, que des personnes qui auraient besoin de partager quelque chose avec la personne qui a guidé ce temps-là, des petits inconforts, voilà, qu'il puisse y avoir aussi ce temps-là après. Voilà pour les petites balises qui me semblent importantes. Ok, donc j'ai entendu plusieurs préconisations, peut-être je te propose de les renommer. Il y a vraiment cette idée que ce ne soit pas obligatoire et que ce soit plutôt une énergie d'élan, une invitation, que chacune se sente libre de venir ou de partager ou non. Aussi de laisser un petit temps de silence au début pour que chacun trouve ses limites et sache ce qu'il ou elle a le souhait de partager. Et aussi, tu nous partageais l'importance peut-être qu'à posteriori, il y a un espace ouvert pour pouvoir partager ses inconforts. Est-ce que c'est ça que tu proposes ? C'est exactement ça. Merci beaucoup, Sarah, pour ce retour. Juste une autre question me vient. C'est finalement, quand une personne va s'exprimer, et si l'autre personne reformule, mais ne reformule pas justement, ne reformule pas voilà, de la manière, ou finalement passe à côté du message, peut-être parfois, moi ça m'est déjà arrivé, voilà, des personnes qui, en équipe justement, il y a voilà, un travail de médiation sur qu'est-ce que vous avez entendu, etc. Et en fait, soit la personne n'a pas entendu du tout, parce qu'elle était dans sa tête en train de réfléchir à la réponse, ou carrément elle a entendu autre chose parce que c'est passé par un filtre voilà, personnel. Qu'est-ce que tu recommandes dans ces cas-là ? Oui, tout simplement, il y a des petites questions magiques dans ces situations-là. Quand on n'a pas écouté ce que la personne a dit, on peut tout simplement lui dire oh, voilà, je suis navrée, j'ai pas pu écouter ce que tu viens de dire. Est-ce que tu serais d'accord de me redire afin que je puisse ensuite te faire ce retour empathique et ou ce retour. Et quand, dans tous les cas, quand je répète ce qu'une personne a dit, peut-être après avoir répété, pour s'assurer que la personne s'est bien sentie rejointe dans ce qu'elle disait, c'est tout simplement de lui poser la question est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu disais ? Voilà, et là, en fonction, la personne va dire oui, comme on vient de le faire toutes les deux, ou elle va dire ah bah oui, mais il y a aussi ça. Ok. Donc tu dis qu'il y a aussi ça. Oui, c'est ça. Ok. Et on le sent le moment où c'est ok, où il y a l'énergie qui descend et la personne se sent comprise et il se passe quelque chose. J'entends en tout cas dans ce que tu partages que l'intention finalement ou le besoin auquel cette pratique répond, c'est aussi un besoin d'être entendu, d'être rejoint ou que sa parole soit prise en compte. Exactement. Oui, c'est de l'ordre d'exister en fait. D'exister, et c'est vrai que c'est très intéressant au sein de nos sociétés, de nos organisations professionnelles. Voilà, encore une fois, ça nous permet un peu de sortir de ce rôle professionnel auquel on est assigné et qui est assez limité finalement. Et là, de pouvoir exister en tant qu'être humain, en tant que personne, voilà, ça permet, comme je le disais au début, de tisser d'autres types de relations, d'aller plus en profondeur en fait dans la relation, et donc potentiellement en plus de pouvoir encore mieux contribuer, collaborer. Et peut-être juste un autre petit élément qui me vient. Je me dis, tiens, si moi je suis voilà, coordo, chef de service, directeur ou directrice, quand j'entends ça, je me dis qu'il y a un risque
voilà, qu'il y a un risque potentiel à ce que on dérive, je sais pas, voilà, ça me paraît risqué, voilà, si je me mets dans la peau. Et du coup, est-ce que toi, tu vois ça comme un risque ou plutôt comme quelque chose qui, au contraire, ne le serait pas, et pourquoi ? Et oui, je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est assez juste et c'est normal de sentir le fait qu'il y ait un risque parce qu'effectivement, on ouvre la porte à l'expression, à la parole. Et donc ça, voilà, quand on est en tant que chef, on a plutôt tendance à cadrer et c'est normal, c'est ce rôle-là. Et donc un chef pourrait avoir peur ou une chef que ça déborde en fait. Donc je comprends que ça puisse venir réveiller des peurs. Peut-être ce que j'aurais envie de dire là aussi, c'est que en fait, si des difficultés devaient s'exprimer par les employés, par exemple les salariés, eh bien il vaut mieux qu'elles s'expriment maintenant plutôt que personne ne dise rien et que les choses explosent ensuite. Donc je pense que c'est plus bénéfique qu'autre chose de pouvoir ouvrir cette parole-là. Parce que c'est ça, hein, c'est vraiment ouvrir la parole. Et à la fois, là, dans la pratique que je proposais, eh bien, l'idée, c'est vraiment de cadrer, en fait. Hein. Et donc, de proposer, comme je disais, un temps de parole par personne de 2-3 minutes. On peut aussi utiliser un sablier et de partager quelque chose qui n'a pas forcément de lien avec le travail pour partager quelque chose de nos vies en dehors du travail. Et donc, c'est pour moi différent. Ça se distingue des instances où on va aller vraiment regarder sur nos façons de travailler, voilà, de communiquer sur les problèmes du travail. C'est quand même deux espaces différents. Et ça demande de bien poser les intentions et de bien poser le cadre. Pour aller plus loin, il y a l'idée de se faire accompagner. Est-ce que pour des personnes qui souhaiteraient en savoir plus, aller chercher des informations sur l'écoute, la reformulation ou la communication non violente, tu aurais des pistes à nous partager, à leur partager ? Oui, alors bien sûr, je recommande absolument tous les livres de Marshall Rosenberg, donc qui est la personne qui a créé la communication non violente. Je recommande aussi tous les livres de Thomas Dansbourg, qui a été donc mon formateur en CNV. Ces podcasts, aussi tous les podcasts de Issa Padovani, qui est un autre formateur en communication non violente. Vraiment, vous pouvez aller vous nourrir de tout ça, écouter, réécouter. Voilà, les personnes auxquelles je pense. Et peut-être une dernière question, ce serait si, voilà, pour élargir la communauté des personnes interviewées dans ce podcast, est-ce que tu penses à une personne qui t'inspire et qui pourrait peut-être participer ? Oui, merci beaucoup aussi pour cette question parce que justement, je pense à une personne donc, qui est sur notre territoire aussi, donc Cécile Miglior, qui accompagne tous ces processus-là et qui accompagne notamment les processus de gouvernance partagée. Et Cécile donc, s'y connaît très bien sur la question et ça permet là pour le coup d'aller vraiment plus loin dans cette horizontalité et de révolutionner pleinement nos structures. Ça me semble intéressant et nécessaire pour le monde de demain. Ok, trop chouette. Je note Cécile Miglior. Merci Alice pour tout, merci pour ton intervention, pour cette clé et j'espère qu'elle sera nourrissante et précieuse pour les équipes. Je fais ce même vœu. Merci à toi Sarah. À bientôt. Je suis Sarah Conègre. Vous venez d'écouter le podcast Inspiration collective. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, partagez-le pour amener plus de soins et de collaboration dans le monde. À très vite!